Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un passionné de foot dont la voix est si puissante et pousse parfois si loin qu'elle pourrait bien crevasser les murs de ce studio. Attention, certains l'adorent, le considèrent presque comme un guide spirituel, d'autres le détestent, mais l'écoutent secrètement au risque de contracter une crise d'urticaire, parfois sévère. Avec son compère Gilbert Bribois, ils incarnent sur RMC les chevaliers Las Palais du foot, les Eric et Ramsey du ballon rond. Et s'ils viennent voir ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'ils s'apprêtent à passer plusieurs semaines dans un pays vers lequel tous les regards seront braqués très bientôt. Bonjour Daniel Riolo, merci d'être avec nous. Ça va Eric et Ramsey? T'as pas trouvé mieux comme duo? Je suis à Spalès, c'est un peu. Eric et Ramsey, ça va? Non? Ouais, ça va bien. Tu pouvais faire encore mieux. Alors allez Daniel, quoi d'autre? Je sais pas, là tu me prends un petit peu de cours, il faut que je réfléchisse. Mais... On va trouver des duos mythiques, il y en a quelques-uns. Vous animez l'After-Foot chaque jour, de 20h à minuit sur RMC, du 20 novembre au 18 décembre. Vous allez évidemment bouleverser tous les programmes, puisque ce sera la Coupe du Monde au Qatar qui commence dimanche prochain. Et on a le sentiment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que la faveur populaire est au niveau zéro, Daniel. On a l'impression qu'on n'en parle pas, très peu, qu'il y a très peu d'attentes de cette Coupe du Monde. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous sentez une différence par rapport aux autres Coupes du Monde, en termes d'attente? Moi, je suis étonné par ça, parce que est-ce que vous voyez que la ferveur, elle n'existe pas et qu'on n'en parle pas? Il y a beaucoup de polémiques, on ne parle pas beaucoup de foot, on parle beaucoup de polémiques en tout cas. Il y a évidemment énormément de polémiques, mais nous, autour de nous en tout cas, et ceux qui nous écoutent et les auditeurs d'RMC, on a récemment fait une enquête auprès d'eux, très majoritairement, mais quand je dis très majoritairement, on était quasiment à 90%, attendent cette Coupe du Monde et veulent qu'on en parle et vont s'intéresser à cette Coupe du Monde. Après, ça ne veut pas dire, et nous on l'a fait, Dieu sait si on l'a fait dans l'after et même sur l'antenne d'RMC dans d'autres émissions, pas forcément même dans celle de sport, les polémiques ont été relayées, les débats ont existé, on a donné la parole à tout le monde et on a également nous donné notre avis et expliqué pourquoi on irait et pourquoi on estime que c'est notre devoir d'y aller. Tout a été dit. Les raisons qui font qu'on est content qu'il y ait une Coupe du Monde, celles pour lesquelles on peut émettre certaines réserves, et nous, sans idéologie, sans cynisme non plus, on va se rendre à cette Coupe du Monde parce que je pense que le métier d'un journaliste, c'est d'être sur le terrain et de raconter ce qui se passe. Évidemment, nous, prioritairement, c'est de sport dont on parle et de foot, et la Coupe du Monde, en matière de foot, c'est l'événement qu'on attend principalement. Tous les 4 Donc ans, on y va pour couvrir la Coupe du Monde. Après, on verra si elle se passe bien, on verra s'il y a des problèmes, on verra même d'un point de vue juste sportif si elle est arrangée dans les grands crus de la Coupe du Monde ou dans les petites Coupes du Monde. Vous savez qu'on dit toujours la Coupe du Monde 94, elle est moins bien que celle de 82. Bon, on verra ce qu'il en sera de cette Coupe du Monde 2002. Nous, en tout cas, moi, il m'a toujours semblé que nos auditeurs attendaient vraiment cette Coupe du Monde comme un grand événement sportif. Au-delà des fans de foot, évidemment, vous en parlez dans votre émission, c'est le grand public. Souvent, le grand public regarde tous les 4 ans seulement le foot. Le sondage de Doxa, paru il y a 15 jours pour RTL et Winamax, d'ailleurs, faisait état que 65% des Français pourraient ne pas regarder. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que si la France fait un bon parcours, c'est grosso modo, si on prend les chiffres de 2018, à 2-3% près les mêmes. C'était 60, C'était quelque chose d'assez similaire. On a un petit peu cette tendance en France, toujours au début de la Coupe du Monde, à être très négatif. Ils sont pas en forme, nos bleus. On n'y croit pas. Ça va pas bien se passer. C'est marrant d'ailleurs parce que quand on parle de nos bleus là, il y a encore toujours cette espèce de pessimisme autour des bleus. C'est pas comme en 2018. Écoutez, excusez-moi, mais 2018, j'étais déjà à l'antenne. Il y avait zéro certitude non plus. J'étais déjà à l'antenne. Je me souviens, je ne suis pas encore complètement... Je vieillis, mais pas sénile quand même. Je me souviens ne serait-ce que de ce que je disais, de ce qui se disait parmi les auditeurs qui appelaient. On n'était pas vraiment confiants. Certains joueurs sortaient de saisons mauvaises. Je pense, allez, on va citer Pogba, puisqu'il n'est pas là, et qu'en 2018, il n'était pas très en forme, mais il a été extraordinaire pendant la compétition. Très peu de gens s'attendaient à voir les Bleus gagner au final. Le Brésil, comme d'habitude, cité parmi les favoris. Et bref, même histoire cette fois. Il y a toujours un petit peu ce scepticisme autour des Bleus. Et ces chiffres, que moi, je ne m'explique pas trop, parce que les chiffres que nous, on a eu auprès de nos auditeurs, comme je le disais il y a 2 secondes, montraient vraiment que notre public, nos éditeurs,
attendent cette Coupe du Monde et ont envie de la suivre. Mais bon, parlons plus globalement de ce sondage-là. Franchement, à chaque fois, à chaque compétition, vous notez, c'est toujours pareil. Le premier match, 7 millions. Et puis après, ça monte en fonction de l'avancée éventuelle des Bleus. C'est toujours pareil. Et ça termine évidemment s'il y a demi-finale, finale, entre 15, 20 millions, même parfois un petit peu plus. Après, les chaînes, on a battu le record, on a fait ça. Mais au début, le premier match France-Australie, il faudra regarder. Alors évidemment, vu le climat et le contexte actuel qui est... Parfois, j'ai l'impression, à l'envie que ça se ramasse un peu la tronche. Les chiffres seront rien. Mais il faudra quand même les comparer avec... En plus, c'est marrant, ça tombe, c'est le même match. France-Australie, premier match de 2018, France-Australie, le même que 2002. Eh ben, on regardera si les audiences sont à ce point différentes et si sur TF1, il y avait moins de monde en 2018 que maintenant. Le fait que la Coupe du Monde soit placée à un moment dans le calendrier différent peut-être jouer le côté estival de la Coupe du Monde, tradition qu'on a toujours eu, en gros du verre entre potes en terrasse ou ceux qui ont des maisons, le barbecue, le rosé, enfin barbecue je crois qu'on n'a plus trop le droit maintenant, mais bon. Si, quand vous êtes une femme vous pouvez, mais pas trop. Bref, peut-être que ça changera quelque chose, mais très franchement je suis impatient de voir les chiffres pour voir si tout ce qu'on nous dit en ce moment se vérifie. Vous avez vu, la machine à RE est déjà lancée. On va poursuivre évidemment cet entretien dans quelques instants sur Figaro Live. On va parler de la Coupe du Monde, du dispositif déployé par RMC à cette occasion, mais ce sera juste après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nico, salut Daniel. On démarre tout de suite ces infos médias avec l'ARCOM, un ex-CSA qui va analyser le clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Exactement Nicolas, cette instance a annoncé qu'elle allait examiner la violente altercation entre l'animateur de Touche pas à mon poste et le député de la France Insoumise. Jeudi dernier, on rappelle sur C8, Cyril Hanouna a convié Louis Boyard sur son plateau à l'occasion d'un débat sur le navire de migrants Ocean Viking et le ton est très vite monté lorsque le député de la France Insoumise a commencé à critiquer Vincent Bolloré, qui on le rappelle est propriétaire de la chaîne du groupe Canal. Tu es venu ici pour faire le malin, tocard, bouffon, ferme ta gueule. Enfin bref, je vais vous passer tous les noms d'oiseaux que Cyril Hanouna a lancé à l'endroit de son invité. L'ARCOM donc va examiner image par image la séquence et infligera ou pas une séquence à C8 de son côté. Pas une séquence, une sanction. Une sanction. Ce sera un moindre mal qu'elle inflige une séquence, ce sera peut-être une sanction. On verra en tout cas. De son côté, Cyril Hanouna a publié hier un message sur son compte Twitter pour indiquer qu'il regrettait avoir insulté Louis Boyard. Vous avez souvent sur le plateau TPMP, de temps en temps on va dire, vous soutenez plutôt Hanouna ou le député de la France Insoumise dans ce cas-là? Est-ce que Cyril Hanouna a bien fait de se défendre ou que la manière n'était peut-être pas la bonne? Certainement pas le député Louis Boyard. Je pense que Cyril Hanouna a dit qu'il s'excusait pour les insultes et que je pense dans la séquence, ce qui est le plus gênant, c'est vraiment les insultes. Après, sur le fond, moi je connais un peu Cyril, je sais que, et je le comprends là-dessus, il y a un truc qu'il ne supporte pas et je pense que c'est pour ça qu'il pète un câble, c'est le manque de loyauté. Et en fait, ce qu'il a, je pense, pas du tout aimé, c'est que ce député a été chroniqueur chez lui. Oui, effectivement. Comme il a été chroniqueur chez nous d'ailleurs, puisqu'il était au GG. Et c'est quand même un député qui doit et sa notoriété et très probablement même assurément son élection au personnage médiatique qu'il est devenu. Donc qu'ils viennent, après avoir passé 2 ans dans les différentes émissions du groupe, qu'ils viennent pour régler des comptes et faire un coup d'éclat, il était évident, Cyril est quelqu'un de sanguin, et je répète, ces histoires de loyauté, il aime pas du tout. On a bossé pour lui, ça s'est bien passé, on se quitte bons amis, le mec il revient, il fait son show comme ça. Franchement, je comprends son coup de colère. Je suis un peu pareil, j'ai un peu les mêmes réflexes autour de loyauté, de reconnaissance du ventre. Il a le droit, Louis Boyard, oui, bien sûr qu'il peut aborder des sujets, qu'il ne faut pas de censure, qu'il peut poser des questions qui sont intéressantes, mais la façon dont il le fait, à ce moment-là, elle n'est pas bonne. Et puis, tout ce qui est les leçons de morale que j'entends depuis 2-3 jours sur la violence, évidemment qu'il faut condamner la violence, mais les députés de la NUPS, la violence, ils manient ça à l'envi quand ils veulent. Louis Boyard, quand il ne serre pas la main de certains députés, quand il serre pas la main de certains députés, c'est pas un manque de respect et quelque part une forme de violence. Mélenchon qui hurle à la tronche d'un flic, c'est pas quelque part de l'insulte. Ou des journalistes, c'est pas de l'insulte. Ces gens-là manient le coup d'éclat permanent et là, ils viennent chouiner parce qu'un animateur, et en plus il l'a reconnu, les insultes, vraiment, elles sont hors de propos. Mais pour le reste, sur le fond, tiens, Louis Boyard, il peut venir chouiner là, franchement. Moi, je trouve son attitude absolument lamentable. Je ne sais pas s'il portera plainte.
Je vais vous dire, je pense même qu'il portera pas, peut-être qu'il portera même pas plainte. Tellement, sauf s'il réfléchit 2 secondes, au vu de ce que fait le groupe LFI dans les médias et à l'Assemblée. Il y a des gros doutes là-dessus. On continue ces infos médias, Damien, avec Omar Da Fonseca. Tiens, ça vous intéresse. On parle de foot. Il revient sur une expérience assez singulière qu'il a vécue. Oui, absolument, Nicolas. Avec le journaliste Benjamin Da Silva, le commentateur de beIN Sport a prêté sa voix au célèbre jeu vidéo FIFA, dont la dernière édition est sortie le 26 septembre dernier. Dans un entretien à Pure Média, le consultant argentin a dévoilé les coulisses de ce métier qui est loin d'être de tout repos, puisque les enregistrements ont duré plus d'1 an. C'était assez lourd, assez répétitif. J'ai eu quelques moments de mou, voilà ce qu'il a déclaré. Et même s'il précise d'ailleurs qu'il ne regrette pas ce nouveau défi. Le duo de choc, donc, qui fait désormais battre d'une certaine manière le cœur de tous les gamers, succède donc à Hervé Matou. Hervé Matou qui a assuré les commentaires de ce jeu quand même depuis 2007. Avec Pierre Ménès, effectivement. Enfin, sauf sur la saison dernière. Devenir la voix de FIFA, ce serait un rêve. Vous et Gilbert, vous imaginez faire ça ou pas? J'ai pas vraiment pensé, mais je pense que ça pourrait être... En plus, on connaît pas mal de gens chez EA et certains sont même des amis. J'ai pas trop pensé, mais Omar, de toute façon, c'est une bonne idée parce qu'il est pittoresque, parce qu'il a une voix, on le reconnaît. Je sais que mon fils aime bien parce que lui, il joue à FIFA. Il aime bien la nouvelle version. Moi, j'ai même bossé avec eux. J'ai été pendant 2 ans, je crois, un peu ambassadeur de la marque. On faisait des matchs avec Griezmann, Varane, et c'était très sympa. Et quant à être la voix... Gilbert a très longtemps fait du commentaire, je pense qu'il pourrait. Et je me verrais bien à côté. Voilà. J'avais pas pensé, mais maintenant que tu poses la question, on peut lancer un appel. C'est lourd, parce que vous devez enregistrer des tonnes de noms en permanence. Oui, c'est vrai. Il devrait penser à nous, je pense que ça pourra nous faire marrer. On lance l'appel à eSports s'ils nous écoutent pour le prochain FIFA. On termine ces infos, Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 25. Ah oui, alors ça c'est sûr que c'est une information qui va vous intéresser, c'est le nombre d'années pendant lesquelles les enfants du monde entier ont été bercés par les Teletubbies. Les Teletubbies, vous savez, c'est ces 4 créatures qui passent leur journée à se faire des câlins, à danser, à se rouler dans une herbe incroyablement verte. Bref, ces peluches lancées par la BBC ont fait leur grand retour, c'était hier sur Netflix, avec 26 nouveaux épisodes. Ah, absolument, on va pas rater ça évidemment. Je sais que vous étiez fan, Damien, vous attendiez toujours, cette info depuis très longtemps. Vous pouvez mettre ça au présent de l'indicatif. Merci, on retrouve demain évidemment d'autres news médias. Tout de suite, la grande interview du Buzz TV avec Daniel Riolo. Daniel, vous êtes avec Gilbert Bribois, je l'ai dit, la voix de l'after-foot chaque jour de 20h à minuit sur RMC. Dans quelques jours, vous allez vous mettre couleur de la Coupe du Monde qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre. Ce sera évidemment au Qatar. On vous félicite d'abord pour les podcasts, les chiffres sont tombés. Vous êtes le podcast le plus écouté de France devant Christophe Ondelat, qui paraît intouchable. Devant les grosses têtes. Devant les grosses têtes et Christophe Ondelat, effectivement. Comment vous expliquez ce succès incroyable pour une émission qui, malgré tout, traite de foot, on le rappelle. Les grosses têtes, un peu plus générales, évidemment. C'est étonnant de voir ces chiffres tomber. C'est difficile à expliquer. Nous, on est très contents, évidemment. Est-ce que c'est le fait qu'on soit là maintenant depuis plus de 15 ans ? On est sur le foot devenu petit à petit les numéros 1, une sorte d'émission de référence. C'est vrai que nous, à chaque fois, en tout cas moi, je suis toujours surpris d'entendre les gens nous dire « Ah, on vous écoute depuis plus de 10 ans, on était là quand on était jeunes. » Le plus touchant, c'est même quand certaines personnes nous disent « Bah, moi, j'écoutais à 15 ans. » Et puis aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. C'est incroyable. On prenait un coup derrière la tête. Là. Oui, d'abord, on prend une petite claque parce que merde, j'ai un peu vieilli. Mais en même temps, c'est super touchant. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est le fait. Dans le temps, j'ai expression. Quand les émissions marchaient, souvent, c'est celles qui s'installaient longtemps à l'antenne. Et nous, on doit être une des plus anciennes à la radio. Ça fait, c'est rare les émissions qui restent si longtemps. C'est souvent comme ça que le succès augmente au fil du temps parce que le mot se passe. Ah tiens, toi t'écoutes, ah ben non j'écoute pas. Je te fais connaître et donc une sorte d'effet boule de neige qui fait qu'au fil des années, on est monté au point de devenir effectivement en matière de foot la référence première, quoi. Ça, c'est clair. Alors, on parle du Qatar, évidemment. Là, ce sera assez différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment va se passer l'after à partir de dimanche? J'ai oublié de dire, c'est peut-être aussi parce qu'on est bon. Oui, avec Gilbert, bien sûr, évidemment, vous êtes très bon. Ça peut être un élément C'est tous Daniel, on sait. Moi, je voulais pas trop, mais je me suis dit, allez, lâche-toi un peu. On le sait, effectivement. Parlez-nous un petit peu du dispositif. Comment ça va se passer, la Coupe du Monde au Qatar? Il y a 2 heures, je crois, de décalage. Les horaires, les matchs seront entre 14h pour les premiers jusqu'à 22h pour la fin, c'est ça, à peu près?
Alors, dans la soirée, je crois. Exactement. Donc, il va y avoir toute une première phase où les matchs vont commencer dès 11h du matin. Oui. On parle en heure française. En heure française, absolument. Et donc, effectivement, nous, pour le décalage horaire sur place, donc nos premiers matchs seront à 14h, 11h donc ici. On va avoir pour la première fois une radio digitale sur RMC, donc, et où on aura du non-stop Coupe du Monde, finalement, avec des reportages sur place. Tous les matchs en direct, qui ne seront pas forcément sur l'antenne des RMC, parce que les émissions continuent. Les GG continuent, l'émission d'Estelle Midi continue. Et après, effectivement, à partir de 14h, même l'antenne des RMC devient complètement tournée vers la Coupe du Monde. On déménage 2 émissions. L'émission de Jérôme, donc Rotten sans flamme, et nous, l'after, on sera sur place. Donc, la grille, elle est normale. Dans les le mêmes sens horaires, Daniel, ou pas? Alors, on a effectivement l'after jusqu'à minuit, avec un supplément qui va jusqu'à 1h du matin, où en gros, on va avoir une sorte de radio libre, avec, pendant que nous, on sera sur place, des auditeurs qui pourront venir en studio à Paris. Ils seront sélectionnés, ils vont s'inscrire, ils vont demander, ils pourront venir débattre autour de la table avec une équipe, notamment emmenée par Nico Villas, qui resteront sur place en studio à Paris, de minuit à 1h du matin, là je parle toujours évidemment en heure française, pour débattre autour de la Coupe du Monde. Nous, le match du soir qui est à 20h en heure française va s'arrêter autour de 22h et on a notre 22h minuit traditionnel. Et où est-ce que vous allez poser votre plateau de l'after-foot très exactement au Qatar? Est-ce que vous serez vraiment plus près des géographiquement, supporters je ne suis pas encore allé inspecter les lieux, mais je crois savoir que le cadre est plutôt pas mal. Vous êtes pas à loin de Doha la Corniche à Doha. Oui, de toute façon, c'est tout petit, c'est l'île de France, c'est la taille de l'île de France. Peut-être un petit peu moins. Et effectivement, tout va être concentré dans un tout petit territoire. Entre notre hôtel et le plateau, je crois que ça doit être 45 minutes à pied. On est dans un centre avec un plateau, enfin un immeuble, une tour, et voilà. Mais vous irez au plus près des supporters? Vous irez vraiment aussi faire peut-être des reportages, ce genre de choses? Il va y avoir, mais même des supporters français qui seront sur place, on va tâcher d'organiser des visites sur le lieu où on va faire l'émission, ils pourront venir nous voir. Nous, on fait toujours ça un petit peu dans l'after. On aime bien que les gens viennent nous voir. C'est comme quand on fait les tournées au mois de juin. Et donc, il y aura des supporters français à Doha. Donc, ils pourront venir voir. On va leur dire où on se trouve dès qu'on commencera la Coupe du Monde. Et s'ils veulent passer, ils pourront passer. On va avoir de belles installations, un beau plateau. Et on va faire donc 2 émissions là-bas. Donc, comme je l'ai dit, Rotten sans flamme. Et l'after, par ailleurs, BFM suit, qui est dans le même groupe, évidemment, suit au plus près la compétition. Donc, on va intervenir également sur BFM. Dans les différentes émissions, tout va être un petit peu transversal. Et il y aura évidemment une synergie de groupe, comme d'habitude, sur ce genre d'événements. Alors, l'équipe de France... On est beaucoup à partir. Je crois qu'on doit être plus d'une vingtaine de 28 journalistes, des reporters sur le terrain, au plus près de l'équipe de France, outre ceux qui seront en plateau, autour des 2 émissions dont je viens de parler. Alors l'équipe de France, on en parlait, vous l'avez dit avant, en 2018, on n'avait pas vu le coup venir. Aujourd'hui, Daniel, à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde, quelles sont selon vous les chances réelles des Bleus de conserver leur titre? On rappelle, c'est un peu compliqué, elle n'a pas lieu à la même époque. Il y a des blessés importants, N'Golo Kanté, Pogba, Kipembe d'ailleurs depuis ce matin aussi. Les Bleus, est-ce que vous les voyez conserver leur titre ou pas? On rappelle, ça n'a pas été fait depuis 60 ans. C'était le Brésil en 62. Ça veut dire déjà que c'est pas simple. Et surtout, si on prend les dernières années, les équipes qui ont gagné, souvent derrière, ça s'est même plutôt mal passé, avec même des éliminations prématurées. Moi, franchement, j'enterre pas du tout les Bleus, même si ils ont des absences, notamment au milieu de terrain. Maintenant, il y a quand même, encore une fois, des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. On a une attaque de feu, avec Mbappé, Benzema, qui sont parmi les meilleurs attaquants du monde. Honnêtement, ne pas les mettre dans un groupe de... 4-5 équipes au-dessus du lot, c'est un peu compliqué. Donc moi, je les mets, évidemment, on cite toujours un peu les mêmes, Brésil, Argentine, parce que Allemagne. Tout le monde dit Neymar, c'est sa dernière, il va être à fond. Messi, c'est sa dernière, il va être à fond. Le Portugal, souvent, par habitude, on oublie de les citer. Enfin, ils ont quand même une équipe extraordinaire, avec l'appareil, Ronaldo qui veut faire sa dernière, qui en plus est très fâché avec son club. Donc là, il a envie de tout casser en arrivant. Enfin, ce sont quand même des équipes où il n'y a que des joueurs de classe internationale. L'Angleterre n'a que des joueurs de première ligue qui sont de très, très bon niveau. On ne les cite jamais, les Anglais, mais ils restent quand même sur une finale de l'Euro et sur une demi-finale de Coupe du Monde. Alors, ça peut paraître moins flamboyant, mais ça reste quand même une très bonne équipe. L'Espagne, l'Allemagne, il y a de belles sélections et je pense que l'équipe de France doit être rangée dans ces belles sélections. Il y a trop de joueurs de talent pour qu'on imagine...
Ouais, je les imagine plus aller loin que se faire taper au premier tour quand même. Est-ce que c'était une bonne idée d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar ? Au vu de toutes les polémiques dont on a parlé tout à l'heure, au vu de cette ferveur qui, c'est vrai, pour le grand public est peut-être un peu moins importante que lors des précédentes compétitions, dans la mesure où, par exemple, on ne voit pas des drapeaux français partout dans les rues ou devant les vitrines. Est-ce que c'était une bonne idée, cette Coupe du Monde ? Moi, je ne sais pas si au départ c'était une bonne idée. Peut-être qu'au départ, elle se discute l'idée. Nous, on en a parlé, on a fait des débats dès le début. Moi, je trouve que, en revanche, allumer tous les débats et toutes les polémiques depuis cet été jusqu'à la Coupe du Monde, là maintenant qui démarre dans quelques jours, là, je trouve que c'est un petit peu tard. C'est un petit peu tard, les appels au boycott, les enquêtes et le Qatar bashing. On rappelle qu'elle a été attribuée en 2010, parce qu'il y a eu 2 Coupes du Monde attribuées d'affilée, donc ils ont eu 12 ans pour se préparer. En 2010, à l'époque, les préoccupations ne sont visiblement pas les mêmes. Personne ne parle à ce moment-là des problèmes climatiques, qui est certainement un problème qui est moins présent dans l'actualité à ce moment-là. Les travailleurs, vous me direz, c'est normal qu'on n'en parlait pas à ce moment-là, puisque la construction des stades est entamée, les enquêtes qui ont été faites ont permis de révéler des choses plus que gênantes et condamnables. Et ça a été fait. Les choses ont été dites. On a mené les enquêtes, enfin beaucoup de confrères l'ont fait. Donc se poser la question de c'était une bonne idée, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est difficile d'en répondre aujourd'hui avec le recul. À l'époque, on disait, bon, dans cette zone géographique, on n'y est jamais allé. On n'a jamais fait... en plus, la première idée de Platini, c'était plutôt d'étaler sur plusieurs pays du Proche-Orient. Bon, idée qui a duré très peu de temps, puisque rapidement, ça n'a été que le Qatar. On sait que le Qatar, entre guillemets, a arrosé pour avoir la Coupe du Monde. Comme d'autres pays l'ont fait. La corruption, en fait, les questions que pose cette attribution... Ils ont acheté des votes, Daniel, ou pas, pour vous ? Non, c'est pas forcément comme. Il y en a eu quelques-uns. Il y a des affaires qui ont été révélées. C'est donner de l'argent à une fédération pour pour développer le foot. Et on sait que les Américains ont complètement dégoupillé quand ils ont vu que c'était pas à eux, que le FBI a immédiatement ciblé le président de la zone CONCACAF en lui disant écoute, on sait ce que tu as fait, on a les écoutes. Donc, si tu veux pas te faire coffrer pour très 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 longtemps, tu as intérêt à balancer. Et immédiatement, il a balancé. Et les enquêtes, c'était Chuck Blazer, dont on parlait. Exactement. Les enquêtes ont démarré à ce moment-là. Et effectivement, les choses ont été révélées. Maintenant, ce que je dis habituellement autour de ces polémiques, c'est si cette attribution et tous les problèmes dont on parle maintenant depuis quelques mois servent pour le futur, alors on aura gagné quelque chose. Si au 18 décembre, jour de la finale, tout est oublié, aussi bien tous les débats sur effectivement l'environnement, ce qui s'est passé avec les travailleurs, problème autour des travailleurs qu'on avait en 2014 au Brésil, ça avait fait beaucoup moins de polémiques, mais on en avait quand même parlé à l'époque. Si ça peut servir pour le futur, où la FIFA décide éventuellement d'un cahier des charges, de mesures à suivre obligatoirement, de réponses que doivent apporter les pays qui veulent organiser des grandes compétitions et de garanties à fournir, alors on aura gagné quelque chose. Si le 18 décembre, tout ça est oublié et on passe à autre chose, on aura fait du buzz pour rien. Et ça, ce sera, je pense, à ce moment-là, regrettable. Mais le buzz, c'est par exemple les grandes villes, Paris, Strasbourg, Marseille, qui décident de ne pas mettre d'écran géant pour boycotter. Vous trouvez que c'est gadget? Mais ça, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est de la démagogie absolue. Quand Anne Hidalgo, qui pendant des années va en tribune officielle, s'asseoir à côté de Nasser Al-Khelaifi, du jour au lendemain, par démagogie politique, dit « je ne vais pas mettre d'écran ». Mais c'est grotesque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va plus jamais aller au Parc des Princes. Elle y est allée pendant 10 ans boire le champagne du Qatar. Et là, d'un coup, parce que le Qatar, c'est également le prix d'Arc de Triomphe. C'est les immeubles dans Paris. C'est beaucoup d'emplois indirects créés en France. C'est tout le football français qui vit. Grâce au Qatar, le championnat de France a très longtemps été subventionné, encore aujourd'hui, BeIN indirectement paye des droits. Et puis c'est sur eux qu'on compte pour les droits internationaux. Je rappelle quand même que la Ligue professionnelle de football a signé un énorme contrat avec le fonds d'investissement CVC, 1,5 milliard, en misant sur une augmentation des droits télé et notamment les droits internationaux qui sont actuellement en main du Qatar et on compte de BeIN en l'occurrence et on compte sur eux pour qu'ils augmentent. Donc tout le football français bénéficie de cet argent-là. Donc c'est tellement hypocrite que toutes ces villes-là d'un coup disent attention, c'est horrible, c'est horrible. Mais évidemment en point d'orgue, je mets la maire de Paris parce que là on touche le fond du ridicule. C'est absolument terrible. Donc encore une fois,
Les polémiques, nous, on a fait tous les débats. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, la revue de l'After-Foot. La revue de l'After, le Qatar, quoi qu'il en soit, et on explique pourquoi nous, on y va. Toutes les polémiques, celles qu'on a menées à l'antenne, et on a beaucoup d'auteurs qui ont écrit, donc il y a les pour, les contre qui s'expriment. Moi, vraiment, encore dans 2 jours, je vais être à Sciences Po pour un débat. Il y aura Lola Schulman d'Amnesty International. Eux n'ont jamais appelé au boycott, par exemple. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est ce que nous, on a fait. Le travail qu'on a relayé. Moi, je les ai toujours félicités de leur travail. Si ça sert pour l'avenir, alors tant mieux, bravo. Mais là, maintenant, honnêtement, je disais tout à l'heure, pas d'idéologie chez nous, pas de cynisme non plus. On sait, tout est clair, on y va, on regarde cette Coupe du Monde, on la suit, en espérant qu'elle soit belle. Et à l'avenir, qu'on essaye de faire attention à qui on donne les Coupes du Monde et est-ce qu'il y a des mesures et des garanties à fournir pour toujours maintenant, on verra. Ce ne sera pas simple. Hein. J'ai peur justement là, d'être un peu dans l'idéologie parce que je me demande bien si tout le monde se mettra d'accord autour des valeurs à respecter. Mais ça, c'est un autre sujet et on verra plus tard. Un petit mot sur Estelle Midi. Vous avez rejoint cette équipe, formidable équipe pilotée par Estelle Denis, effectivement, de midi à 15h, donc c'est sur RMC. C'est vrai que pour vous, ça vous permet de faire un pas de côté, de débattre de sujets d'actualité très variés. Très exactement, quelle est la légitimité que vous avez dans ce programme? Parce que c'est vrai qu'on vous connaît comme le monsieur foot, le monsieur sport à RMC, et là, vous allez intervenir sur des sujets comme les allocations familiales, l'univers carcéral, etc. En quoi êtes-vous légitime sur ces questions, Daniel Riolo? En quoi l'est une autre personne qui vient sur le plateau? Moi, je suis journaliste. Ouais. D'accord. Je suis journaliste. Vous revendiquez votre droit de vous intéresser à tous les sujets. Moi, je suis journaliste. Je me suis spécialisé dans le sport. Au tout début, je suivais la culture, le cinéma. Après, le sport, évidemment, c'est toute ma vie et tout le monde me connaît à travers le sport et notamment le foot. Mais moi, je suis journaliste. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai bossé avant. Vous prenez plus de plaisir à aujourd'hui parler de ce genre de sujet d'actualité-là, à débattre, à confronter vos points de vue? Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie de parler d'autre chose. Donc, j'avais commencé un petit peu au GG il y a 3 ans maintenant. C'est un plateau, il n'y a pas de journaliste. Tout le monde connaît le concept de cette émission. Là, des éditorialistes, oui. Voilà, là, en revanche, autour d'Estelle, il y a des journalistes. Et des militants aussi. Voilà. Et donc moi, j'estime que c'est ma place en tant que journaliste d'aller débattre et de surtout travailler avant les questions. Je sais pas, je pense qu'un journaliste doit être capable de parler de tout. Ce que fait Estelle Denis, puisqu'elle vient du sport aussi, évidemment, comme vous, ou ce que faisait Mohamed Bouafier, qui vous avez travaillé. Exactement. Il y a tellement de gens du monde du sport qui sont ensuite allés dans l'actu gêné que je ne vois pas pourquoi on devrait mettre des frontières. Mais si on va par là, et je reviens au foot, il y a des présidents de clubs de foot. Je ne sais pas quelle est leur légitimité à diriger les clubs de foot, parce qu'ils viennent de milieux professionnels complètement différents. Et d'ailleurs, très souvent, ça se voit. Vous pensez à qui? La plupart des présidents, la plupart, ils dirigent les clubs de foot, ils ne connaissent pas vraiment le foot. Nasser Al-Khelaifi, il a appris sur le tas. Il a appris sur le tas. Il y a 10 ans, il ne savait pas trop, il ne savait même pas du tout ce que c'était que le foot. Mais ce n'est pas le seul. Il y a énormément de présidents de clubs de foot. Ce n'est pas des vedettes en la matière. Donc, non, je pense qu'être journaliste, c'est un métier. Et travailler les sujets aussi. Bien, terminé pour aujourd'hui. On a dépassé déjà, même plus le temps de faire le meilleur et pour le pire. On va se faire suivre par la direction. On va se faire. Merci d'être passé nous voir. On rappelle la revue de l'After, qui est un succès depuis 1 an et demi. On rappelle l'After Foot tous les soirs, 20h, minuit. Pendant la Coupe du Monde, ce sera évidemment un peu aux mêmes horaires, un peu décalé, puisqu'il y a un match jusqu'à 22h. Donc ce sera après avec Gilbert Dubois. Toute l'équipe d'RMC également sera là-bas. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Daniel. Bon voyage. Merci. Profitez bien au Qatar. Et nous, on se retrouve dès demain. Avec un comédien, Clovis Cornillac, qui sera avec nous demain sur ce plateau. Avec plaisir. Grand fan de foot aussi. Oui, supporter de l'OL. Bonne journée à toutes et à tous. À demain.